Flavien Baznet. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en entrepreneuriat et innovation à Institut Mines Télécom Business School et titulaire de sa chaire Inventivité digitale, dédiée à la créativité numérique. On parle beaucoup de ce mot, la créativité, aujourd'hui, alors que ce terme fait plutôt penser à la démarche d'un artiste jusqu'à présent. Est-ce vraiment sérieux d'associer créativité et innovation ? Alors c'est intéressant de revenir peut-être à la notion de créativité, à son évolution dans le temps. Par exemple, chez les Grecs, dans l'Antiquité, on considérait que la créativité était un point divin, qui venait, une intervention divine qui venait comme ça pour trouver une bonne idée. C'était un peu un hasard. Et puis au XVIIIe siècle, la conception a évolué. On a considéré que c'était un don inné pour certains élus, notamment des mathématiciens ou des artistes. Et c'est un peu cette notion-là qu'on a conservée aujourd'hui. Pourtant, dans les années 50, on a évolué, on a travaillé sur le sujet, et notamment Joy Paul Guilford, qui est un psychologue américain, qui a commencé à évoquer ce terme de créativité en étudiant l'intelligence et le fonctionnement du cerveau, et a mis la créativité comme un facteur essentiel de l'intelligence. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à travailler sur cette notion-là. Alors sans comprendre vraiment ce que c'est, en fait, on voit apparaître des méthodes de créativité dans un contexte justement où les entreprises avaient besoin de se renouveler et d'innover. Et en fait, c'est là où on fait un lien direct entre créativité et innovation. En fait, les entreprises n'attendent plus la bonne idée. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est très intéressante du World Economic Forum, qui s'appelle Future of Jobs aux États-Unis, qui montre que la créativité est dans les 3 compétences essentielles du XXIe siècle pour les collaborateurs des entreprises. Alors comment la définir? C'est pour se mettre un peu d'accord sur ce terme. Donc il y a plein de notions. À la fois, c'est une compétence capacité individuelle, à la fois, c'est un travail collectif en groupe. On peut le résumer sur le fait de réaliser une production, individuellement ou collectivement, qui répond à 2 enjeux, à la fois originale et nouvelle, et le second enjeu qui répond à un contexte particulier et qui s'adapte à un contexte donné. Alors on voit bien ce que c'est, mais est-ce que c'est possible de l'enseigner, cette créativité, véritablement ? Alors ça, c'est une vraie question. Nous, on se la pose d'ailleurs dans l'éducation depuis longtemps. On a monté, dans le cadre de la chaire, pas mal d'initiatives sur ce sujet. Et on a monté notamment une scène de la créativité qui a pour objectif, pour former 400 étudiants, ingénieurs et managers, de les former justement à ces compétences. Alors il y a une étude qui est très intéressante dans les années 60, qui a été lancée par Bess Jarman et George Land, qui est une étude longitudinale sur 15 ans, qui montre qu'en fait, que 2% des enfants ne sont pas créatifs, donc 80% sont créatifs, et que chez les adultes, on tombe à 2%. Et donc en fait, ça montre qu'on est tous créatifs à la base, et pourtant, on a l'impression qu'on perd cette compétence avec le temps en allant à l'école, qui est quand même très contre-intuitif, puisque l'école est censée développer des compétences. Et donc ils expliquent ça assez simplement, en montrant qu'on a un effet de fixation, qui est une façon en fait, d'apprendre et d'accumuler le savoir, qui nous dit, voilà, un verre en plastique sert à boire. Pourtant, un verre peut servir à plein d'autres choses. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de sortir les étudiants du cadre, de les pousser à réfléchir différemment. Et c'est presque, Selberg, qui est un chercheur, dit que c'est plutôt une façon de vivre, c'est-à-dire de regarder le monde avec plein de compétences différentes et à mélanger des choses pour finalement répondre à des enjeux nouveaux. C'est une autre façon d'enseigner. Et dans les entreprises, on parle beaucoup de créativité. On voit beaucoup, par exemple, des post-it de couleurs affichés dans les bureaux qui montrent qu'il y a des réunions de créativité. Et d'après votre expérience, que les entreprises réussissent sérieusement à favoriser la créativité? Alors déjà, c'est très bien que l'entreprise se mette à la créativité pour innover. C'est déjà un bon premier point. Cependant, on cantonne souvent la créativité en fait, à la phase d'idéation. C'est-à-dire on réunit des gens pendant une journée, on pose un problème rapidement et puis on leur dit voilà, débrouillez-vous, trouvez-nous des solutions. Et donc là, ça pose plusieurs problèmes. Un, on utilise souvent mal les techniques de créativité qui sont des méthodes très scientifiques. Et par exemple, Axel Oxbourne qui a inventé le brainstorming, une technique que vous parlez avec les post-it, voilà, on en parle beaucoup. En fait, est déjà mal traduite, on appelle ça la tempête des cerveaux. Alors, c'est une mauvaise traduction. To storm, c'est-à-dire aller à l'assaut d'eux. Donc, c'est une technique qui est très organisée et qui divise la phase de divergence, donc trouver une multitude de solutions, avec la phase de convergence. Et on divise ça dans le temps. Voilà, on met des réunions avec un temps entre les deux pour réfléchir. Or, dans une entreprise, on fait souvent ça la même journée, en 1 heure. Et donc, on voit bien que c'est inefficace, même parce que la méthode est mal appliquée. Le second point, c'est qu'on pose souvent mal le problème dans l'entreprise. Le problème est souvent soit trop large, soit trop restreint. Et d'ailleurs, Einstein disait que s'il avait un problème à traiter, il passerait en 1 heure, il passerait 55 minutes à définir le problème et 5 minutes à trouver la solution. Alors pour la faire peut-être court sur le sujet, la créativité n'est pas simplement la phase d'idéation, mais plutôt un processus continu. Et là, il faut s'inspirer du monde des startups, où on dit souvent que l'idée n'est rien et que c'est l'exécution qui compte. Donc c'est un processus continu. Et j'invite les entreprises du coup à monter un cadre propice à la créativité au sens large. Et pour le faire, il y a plein de façons, on peut aborder plein de points. Mais peut-être un des points le plus important, c'est de mettre un cadre bienveillant qui accepte l'échec. C'est très inconfortable de trouver des choses nouvelles, donc d'aller vers la créativité. Et puis surtout de s'ouvrir, d'hybrider les savoirs, de s'ouvrir à l'extérieur, donc vers le monde des arts par exemple, vers d'autres entreprises et vers le monde des startups et surtout vers le monde académique. Donc je vous invite à rentrer dans la chaire et à venir avec nous. Flavien Baznet, merci pour ce décryptage. Merci beaucoup.